Bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être si nombreux par une si belle journée ensoleillée. Ici à Saint-Ferdinand, dans la circonscription d'Arthabasca. Je suis heureux d'être ici pour la première fois de ma vie, ce matin, pour présenter la personne qui sera notre candidat à l'investiture dans la circonscription d'Arthabasca, Alex Boissonneau. Nous sommes dans son village natal, Saint-Ferdinand. En fait, il me disait il y a quelques instants qu'il a fait baptiser ses 4 enfants. Les 4 ont été baptisés juste ici à l'école, à l'église en face de nous. Il a grandi ici. Je pense qu'il vous pourra expliquer mieux que moi toute la signification que ça revêt pour lui aujourd'hui. Mais avant de lui passer la parole, je veux dire à quel point nous sommes fiers de pouvoir faire l'ajout d'une personne d'une aussi grande qualité dans notre équipe. J'ai fait du porte-à-porte à Victoriaville et j'ai fait du porte-à-porte à Plessisville et j'ai fait le Festival de l'érable et je me suis promené, j'ai écouté les gens et ils m'ont dit la chose suivante. Devant un Éric Duhem qui vient de Laval et qui n'a pas d'ancrage dans Arthabasca, donnez-nous, s'il vous plaît, quelqu'un qui vient de la place. Donnez-nous un des nôtres. Donnez-nous quelqu'un qui est dédié pour bien nous représenter, quelqu'un qui va nous être loyal. Et dans le choix d'un candidat, j'avais également une autre considération, celle de maintenir le niveau auquel on est en train d'habituer les Québécois. Vous vous souviendrez de la victoire quand même historique de Pascal Paradis dans Jean Talon. Vous vous souviendrez récemment de Catherine Gentilcore, qui a gagné de manière quand même éclatante dans Terrebonne. Posez la question aux gens de Terrebonne ou de Jean Talon, si vous avez de la famille là-bas. Est-ce qu'ils sont contents de leurs députés? Est-ce que ces députés-là ont contribué à rehausser le niveau à l'Assemblée nationale? La réponse va être claire, elle va être très convaincue. Et donc, dans les considérations, il y avait de mon côté comme chef, est-ce qu'on peut attirer encore quelqu'un de cette qualité-là? Et pour moi, c'est très clair. Mon opinion d'Alex a toujours été très, très grande. Et ça m'amène à parler des premières discussions qu'on a eues. Il m'a dit non 2 fois. Donc, j'ai dû insister. Mais bizarrement, dans la discussion qui a mené à un oui de sa part, il m'a dit, est-ce qu'il y a de la place pour des gens de centre droit? Ça peut être surprenant, mais il va vous l'expliquer. Il est convaincu qu'à ce stade-ci de notre histoire, si on ne ramène pas une gestion plus saine des finances publiques, si on ne met pas fin à des chèques à des multinationales pendant qu'on n'encourage pas nos PME ici dans Arthabasca, si on n'a pas un plan pour réduire, ramener les seuils d'immigration à un niveau où est-ce que le logement est disponible, où est-ce qu'on est capable de franciser, si on ne soutient pas nos agriculteurs, il va vous faire l'inventaire de ce qu'il m'a livré comme préoccupation. Puis il m'a posé la question, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un de centre droit? Et je réitère ce que j'ai dit lorsque j'étais en campagne pour devenir chef il y a maintenant 5 ans, parce que ça va faire bientôt 5 ans que je suis chef du Parti québécois. On est une coalition de gens à droite et à gauche. Et évidemment, on tend la main à tous ceux qui ont le cœur à bonne place et qui veulent faire passer les intérêts du Québec avant toute chose. Je veux glisser un mot en toute transparence et de manière directe sur ce que vous avez pu lire sur le passé d'Alex Boissonneau. D'abord, oui, j'étais au courant des événements qui ont marqué sa vie en 2001, alors qu'il avait 21 ans. Il me l'a dit de manière très directe, mais je veux spécifier que moi, je n'étais pas au courant quand je l'ai approché. La personne que j'ai approchée, c'est le journaliste et animateur vedette de Radio-Canada qui œuvre comme journaliste de manière exemplaire depuis 18 ans. J'ignorais complètement ces faits-là. Faits qui sont déjà publics depuis très longtemps. Vous retrouverez des vieux articles sur ce sujet-là, mais moi, je l'ignorais. Il m'a tout dit. Je tiens à être clair, son erreur de jeunesse, elle est sérieuse et regrettable. Donc, je veux aucunement minimiser quoi que ce soit. Je pense qu'il sera le premier à vous le dire. Mais j'ai pris connaissance de tout. Je l'ai écouté, je l'ai regardé dans les yeux. Et j'en viens à la conclusion, à l'intime conviction que cet homme-là, non seulement doit être jugé à ce qu'il a fait de sa vie, à ce qu'il a réalisé professionnellement, à ce qu'il a réalisé dans sa vie personnelle
comme père de 4 enfants, mais surtout, j'en suis venu à la conclusion que c'était la meilleure personne qu'on pouvait présenter, la meilleure personne pour représenter les gens d'Arthabasca pour ce qu'il est aujourd'hui. Donc, simplement pour revenir à ce processus décisionnel, puis on pourra en débattre comme société, mais moi, j'avais devant moi un journaliste qui œuvre à Radio-Canada depuis 18 ans. Il a occupé le poste de journaliste à l'Assemblée nationale pendant 6 ans. Vous l'avez vu à la télévision, c'était le correspondant d'RDI sur une base régulière. Ensuite, il est devenu animateur de l'émission matinale d'ici première à Québec. Et les codes d'écoute ont rapidement monté jusqu'à hisser son émission au sommet des codes d'écoute de toutes les émissions matinales de Québec. Ce gars-là n'est pas obligé de faire le saut en politique, puis je vous jure que sur le plan salarial, comme sur le plan de ce qu'il est en train de vivre, il y avait une vie pas mal plus simple qui était déjà en place. Et il m'a d'ailleurs dit non 2 fois en me disant « J'adore ma job, j'adore mon équipe, puis c'est pas là que je suis rendu dans la vie. » Donc moi, c'est cette personne-là que je vous présente aujourd'hui. Il est père de 4 enfants, il a enseigné au Pérou, il s'est promené de par le monde, mais surtout, il a le cœur à la bonne place et placé à titre de chef du Parti québécois devant la possibilité de canceller quelqu'un qui a payé ses dettes, qui a pris ses responsabilités, qui a obtenu un pardon et qui a agi de manière exemplaire comme journaliste pendant 18 ans, placé devant l'hypothèse de canceller cette personne-là, ne pas lui permettre de jouer le rôle qu'il est appelé à jouer dans sa vie, c'est-à-dire représenter son monde, son coin de pays et donner une représentation fiable et rigoureuse à Arthabasca, j'ai décidé de lui faire la place que je pense qu'il mérite. Puis vous allez l'écouter dans les prochains jours et je pense que vous arriverez exactement à la même conclusion que moi, conclusion à laquelle Radio-Canada est arrivé il y a 18 ans quand il a eu sa chance comme journaliste. Donc, je tiens à le réitérer. Il a ma pleine confiance. Je me porte garant de cette candidature et il aura un jour l'occasion de se faire valoir, je l'espère, pour tous ces citoyens qui veulent quelqu'un qui a le cœur à la bonne place, qui travaille bien. Et en ce sens-là, nommons de quoi il s'agit cette élection-là. Je pense que dans les derniers jours, on en a appris davantage sur qui est Éric Duhem que sur qui est Alex Boissonneau. Donc, je demande aux gens d'Arthabasca qui nous écoutent de bien laisser du temps puis de s'intéresser à qui est Alex Boissonneau. Mais je tiens à spécifier que cette élection partielle n'est pas à propos de la volonté ou de l'ambition d'Éric Duhem d'être élu à l'Assemblée nationale. C'est à propos des gens d'ici. C'est à propos de la question fondamentale, qui est la meilleure personne pour représenter les gens d'ici? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente Alex Boissonneau. Je pense qu'il sera cette personne-là. Et il est en quelque sorte l'image de la formation politique qu'on est en train de bâtir, une alternative au gouvernement usé de la CAQ, formé par des gens de cœur, de rigueur et des gens qui représentent bien leur milieu. Donc, je suis très fier de vous présenter celui qui sera candidat à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca, Alex Boissonneau. Wow! Je me doutais bien que je serais ému quand je me retrouverai ici. Après ce que vient de dire Paul, je vois mon épouse qui est là, que je remercie d'être là. Je vois ma famille, je vois ma sœur, je vois ma tante, je vois mes parents. Je vois les gens que j'ai connus. Je vois le maire ici, Charlebois, qui nous accueille dans le village. Je vois toutes ces figures-là qui ont marqué mon enfance ici à Saint-Ferdinand. Monsieur Barry, du Parti québécois, qui était là. Merci. Merci aux militants du Parti québécois aussi. Merci à cette merveilleuse équipe qui m'a accompagné depuis cette décision qui a été franchement étourdissante. C'est un tourbillon, c'est pas un choix qui est facile. Je veux aussi remercier les auditeurs de Première Heure. C'est vrai que j'aimais mon émission, c'est vrai que j'aimais mon équipe, j'adorais ce que je faisais, puis je sentais qu'on faisait une différence aussi. L'année dernière, presque à pareille date, l'émission était ici, sous le Belvédère, devant le lac William. Il y a plein de gens qui étaient venus nous voir aussi. Pour moi, c'était quelque chose de tellement important que de pouvoir ramener mon émission chez nous, dans mon coin de pays. Bon, c'est parti.
Donc, de pouvoir faire cette annonce-là à Saint-Ferdinand ce matin, c'était la chose la plus importante pour moi. Saint-Ferdinand, c'est mon coin de pays, je l'ai tatoué sur le cœur. En haut de la montagne qu'il y a là, j'ai une terre que j'ai achetée à mon père, qui a acheté l'année de ma naissance. Une érablière, près de 2500 érables. Je veux éventuellement pouvoir en profiter. C'est un projet de vie que j'ai ça. On est développé ça. On a une plantation. On a un domaine. On appelle ça le domaine Boissonneau. Écoutez ça. Mon grand-père, parce que c'est ça aussi pour nous, les Boissonneaux. Mon père est né ici. Moi, je suis né ici. Mon grand-père est né ici. Mon arrière-grand-père est né ici. Du côté de ma mère aussi, à East Broughton, autour. Le domaine Boissonneau, ça faisait partie des terres de mon grand-père. Il a tout vendu ça, mais il a gardé un lot que divisé entre ses 8 enfants. Chaque enfant avait son petit lopin. On a construit une piscine, une salle commune, puis j'ai passé tous mes étés là. Ma maison était juste de l'autre côté du lac. Juste là-bas, vous pourriez la voir assez facilement. C'est là que j'ai grandi. Mes enfants ont été baptisés là. Le curé Magella, je ne sais pas s'il est ici. On l'a oublié. C'est bon, tu viens pour sa fête. Sans faute, sans faute. Le curé Magella, imaginez, m'appelle tous les matins le jour de ma fête, que je sois à Saint-Ferdinand, à Québec, au Pérou ou à Toronto. C'est ça, Saint-Ferdinand. C'est une histoire de cœur. Puis on sort le gars de Saint-Ferdinand, mais pas Saint-Ferdinand du gars. Ce qui m'amène à ce changement-là, c'est un changement qui m'étonne moi-même en quelque part, mais qui m'a paru nécessaire parce que si je fais ça, je le fais pour mon monde. Parce que j'ai l'impression que je peux aller un peu plus loin dans mon engagement, puis dans l'engagement et le service public. Il y a des enjeux qui m'interpellent ici. Et j'ai trouvé une façon de m'engager comme ça, comme militant, après avoir écouté comme journaliste pendant des années les gens me présenter des propositions. Là, je me suis dit, il y a une formation, le Parti québécois, qui accueille des gens comme moi. Des gens qui croient qu'en ce moment, le contrat social au Québec est remis en question. On paie le quart de notre rémunération, de notre salaire en impôts. Parfois plus, puis on a de la misère à avoir un médecin. On paie des montants assez incroyables. Écoutez, il y a un fardeau quand même qui est important pour les contribuables. C'est correct si on offre des services en échange. Pas moyen d'avoir une place en garderie. Ce genre d'enjeux-là m'ont interpellé. Puis il y en a d'autres pour la région, puis je vais y revenir. Mais j'ai senti qu'à l'intérieur du Parti québécois, il y avait, comme le disait Paul, cet esprit de coalition où des gens qui, comme moi, se sentent pour toutes sortes de raisons. Puis là, il faut comprendre aussi, quand on parle gauche-droite, il y a une remise en question de ces référents-là partout en Occident. Mais pour un gars comme moi qui aujourd'hui définit plus de centre-droit, il y a une place. Comme il y a une place pour les gens de gauche aussi au Parti québécois. Des gens qui disent qu'il faut un État plus efficace, puis qu'il faut en donner plus aux citoyens pour ce qu'ils payent. Paul est venu me voir il y a à peu près 3 semaines. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Il m'a invité à des soupers. Dans notre métier, on est appelé à discuter avec différents politiciens, différentes sources, puis on échange. Puis il m'a surpris en me disant qu'il aimerait que je sois candidat dans Arthabasca. J'ai dit non. J'ai dit, je ne suis pas là. C'est pas là que je suis rendu. Il est revenu à la charge. Là, on est quoi? On est mercredi, jeudi dernier, après ma dernière apparition au Téléjournal Québec. En soirée, après ma dernière apparition au Téléjournal, j'avais fait mon émission, il y a eu le Téléjournal. Après ça, j'ai eu un appel. Il a renouvelé cette tentative-là, de dire, écoute, tu serais le bon candidat pour la place. J'ai dit non. J'ai dit, compte pas sur moi. J'ai réfléchi pendant la fin de semaine. Tout s'est bousculé. J'en ai parlé à mon épouse parce qu'évidemment, sans elle, là, je ne veux pas devenir émotif. Évidemment, sans elle, ça serait impossible, tout ça. Et c'est là que j'ai appelé Paul Saint-Pierre Plamondon puis qu'on a eu une discussion. Et que j'ai senti aussi qu'il y avait une place pour moi dans une formation comme celle-là. Pour la question aussi de la proposition centrale du Parti québécois, de la souveraineté du Québec, c'est évidemment quelque chose qui m'interpelle aussi parce que moi, au cœur de ma proposition, j'estime que les Québécois peuvent être plus riches individuellement et collectivement. Puis que comme n'importe quel autre peuple, ils doivent pouvoir assumer librement leur destin. C'est aux Québécois de choisir, évidemment, mais j'ai toujours respecté la cohérence de Paul, de mon chef là-dessus, que de dire c'est ça qu'on présente à la population. Puis c'est un beau projet. Puis on va en parler, puis on va l'assumer. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Sur ce que j'ai comme proposition pour la région, ce qui m'interpelle ici,
Bon, moi, je pense que l'État doit être plus efficace. Je pense que les contribuables vont en avoir davantage pour leur argent. On est dans un coin ici où il y a des entrepreneurs qui ont de la difficulté à arriver. Ici, là, c'est une région où les gens travaillent fort. Les gens veulent pouvoir faire fructifier leur avoir, fructifier leur entreprise, puis ils aimeraient ça que l'État leur donne un coup de main. Moi, de voir un gouvernement qui a amené le Québec là où il l'a amené, décoter le Québec, c'est pas arrivé depuis 1993, nous amener un déficit proprement scandaleux. On n'a jamais vu ça non plus. Alors qu'on donne des millions à des entreprises multinationales, je veux que cet argent-là se retrouve dans notre coin de pays. Parce que c'est ce coin de pays-là, c'est notre monde que je veux mettre en avant de notre politique. Puis le Parti québécois a des propositions sérieuses par rapport à ça. Je pense aux agriculteurs. Les agriculteurs dans le coin, moi j'ai travaillé, j'ai ramassé de la roche chez Mme Fréchette quand j'étais jeune. Il y en a de la roche ici, hein, puis les agriculteurs, ils savent, là, ils sont là. J'en ai ramassé. Il y a une détresse qui se vit à un moment donné chez les agriculteurs. J'en ai parlé aussi à mon émission. C'est pas facile. Ils ont l'impression d'être tout seuls à tel point qu'il y en a qui vivent une détresse psychologique. Il faut que l'État soit là pour les accompagner. On est dans un monde d'entreprise, un monde de PME. Les gens prennent beaucoup d'initiatives, puis il faut que le gouvernement soit là. Je pense à l'immigration aussi. L'immigration est nécessaire, mais il faut qu'elle soit bien faite. En ce moment, les seuils sont beaucoup trop élevés. Je suis d'accord avec la proposition du Parti québécois là-dessus. Il faut que la personne immigrante, puis on se rappelle toujours que c'est une personne qui vit souvent une tragédie, puis qui a un visage devant cette personne-là, que cette personne-là soit bien accueillie, qu'elle ait accès à des services, qu'elle ait un emploi, que la communauté aussi soit bien servie là-dedans. Et c'est la proposition du Parti québécois. Je pense aux jeunes dans la région qui sont plus capables de se loger. Moi, là, si vous avez une propriété à vendre sur le bord du lac, là, hein, si, c'est beau, hein? C'est beau ce qu'on a derrière. J'ai grandi sur le bord du lac. Je suis pas sûr que je pourrais me payer ça aujourd'hui, là. Les prix ont explosé. C'est pour tous les logements, toutes les propriétés. La jeunesse n'arrive plus à s'en sortir là-dessus. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est un des pires échecs générationnels que de ne pas permettre aux jeunes d'avoir accès à la propriété. Voyez-vous, ça, c'est le genre de propositions qui m'ont interpellé au parti puis que je veux proposer aux gens ici. Je veux leur proposer quelque chose de sérieux, des propositions qui sont solides. Puis le Parti québécois a cette crédibilité-là, a ce sérieux, a cette audace aussi. Par rapport à mon passé, évidemment, il faut que j'en parle. Puis je veux le faire en toute transparence. J'avais 22 ans en 2001. Il s'est passé quelque chose que je regrette. J'ai rien à cacher. Cette histoire-là était connue de tout le monde. Puis franchement, je sais, je vois d'anciens collègues journalistes, je vois des gens qui ont travaillé en politique aussi, qui étaient au gouvernement. Tout le monde savait ça. Mes patrons savaient ça aussi à Radio-Canada. Et ça s'est passé et je le regrette. C'est sûr que je le regrette. J'ai une famille, j'ai 4 enfants. Je comprends le poids que ça peut avoir quand ils lisent des affaires comme on a lu cette semaine. Je savais que ça s'en venait. Mais le service public, c'est aussi ça. Parce que le plus important pour moi, c'est quand même servir notre monde. Puis je sais que les gens sont capables de faire la différence dans tout ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai, en 2001, été dans un groupe qui a voulu entrer, passer une clôture au sommet des Amériques. J'avais 22 ans à cette époque-là. J'ai eu un suivi en communauté. J'ai eu des travaux communautaires. J'ai obtenu mon pardon en 2011. On a été accusé d'avoir des dispositifs fumigènes. Il y a eu plusieurs mensonges, plusieurs fausses informations qui ont circulé. Bon, je veux quand même être très transparent sur ce qui s'est passé. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, après ça, je pense que mon parcours témoigne du fait que j'ai mené une vie qui a été propre, qui a été respectée. Puis les gens ici, vous me connaissez, là. Les gens de Saint-Ferdinand, ma famille, les gens me connaissent. Je pense que ça va parler de soi. Donc, en terminant, ça fait 25 ans que tout ça s'est passé, mais ce que je veux laisser comme idée, comme impression de ce que je vous annonce ce matin, de ce qu'on annonce ensemble ce matin, c'est que je veux être un candidat rassembleur. Je veux faire la politique d'une autre façon que certains font la politique. Je veux pouvoir proposer quelque chose à tout le monde qui croit encore qu'on peut changer, qu'on peut faire une différence positive, qu'on peut le faire proprement. Je veux proposer quelque chose d'authentique et de sérieux. Moi, c'est ça. Qui parle à l'intelligence des gens, c'est important, c'est vrai ça, Paul. Qui parle à l'intelligence des gens. Pas du salissage, non, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, des vraies propositions. C'est ce que j'offre aux gens de ma place. Merci d'être là aujourd'hui, puis je n'essaie d'éviter.
Alors, nous allons être prêts à attendre les questions. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On demande une question, une sous-question par journaliste. Merci. Bonjour, M. Tamondon. À la lumière du sondage de ce matin, est-ce que vous voyez les libéraux dans votre rétroviseur? Je vais être très, très honnête. Pour ce qui est d'Arthabasca, il y a deux Non, partis. je parle au national. Arthabasca, on va y revenir. Actuellement, on voit que les libéraux tombent deuxième, la CAQ est troisième. Est-ce que vous voyez les libéraux dans votre rétroviseur? Est-ce que vous commencez à Je constate qu'on a d'ici un an, ça pourrait changer? Je constate qu'on a augmenté de 3 points, puis il y aura d'autres sondages où on aura peut-être diminué de 2 points, mais on ne fait pas de politique en fonction des sondages, ni en fonction de qui serait ou ne serait pas dans notre rétroviseur. On fait de la politique pour le monde, pour l'intérêt public. M. Poissonneau. Sur la forêt. On comprend que vous avez eu une première approche de 3 semaines, que votre réflexion s'est entamée la semaine passée. Jeudi dernier, quand En fin de semaine. En fait, ouais, mais il vous a approché, il va. Ils m'ont relancé. J'ai dit, compte pas sur moi. Mais disons que durant la fin de semaine, ça a percolé. Je vais poser ma question. Jeudi dernier, quand vous avez critiqué ce projet de loi de M. Dubé, dans votre tête, est-ce que vous étiez en réflexion? Non. Je n'étais pas en réflexion. Il a jeté de poids? Je peux en témoigner. Donc, on avait d'autres candidatures intéressantes qui auraient pu être excellentes. Puis j'ai réessayé parce que j'avais le sentiment que c'était une candidature qui aurait un impact très positif. J'ai réessayé, mais impossible qu'avant l'appel durant lequel il m'a dit non à nouveau, qui a lieu jeudi soir, impossible qu'il soit dérangé ou qu'il soit dans un autre état d'esprit que celui qui vient de vous dire. Bonjour, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Je suis M. Boissonneau. Monsieur Bergeron? Comment vous pensez que ce passé-là va jouer dans cette campagne-là? Moi, je pense que les gens savent. Les gens me connaissent. Les gens m'ont vu aller. Ma région me connaît. Puis franchement, je pense que ça ne jouera pas, pour vrai. Je comprends que c'est... Puis je veux pas minimiser rien, là. J'ai passé à travers tout ça. C'est une turbulence qui n'est pas le fun. C'est la politique. Mais je sais que les gens de ma région, de mon coin de pays, font la différence dans ces affaires. Est-ce que c'est possible que les gens vous demandent, par exemple, mais comment vous avez fait passer de l'extrême gauche au centre droit? Ça serait une question que j'aimerais me poser. Je rappelle que j'avais 22 ans. C'était en 2001. Ça fait un quart de siècle. Pendant ce temps-là, j'ai terminé mes études, j'ai fait une maîtrise, j'ai enseigné la science politique, j'ai été journaliste pendant 20 ans. À un moment donné aussi, les gens changent. Hein? Les gens évoluent, les gens voient les choses différemment. Puis c'est essentiellement ce qui s'est passé avec. Pardon, M. Boissonneau, c'est ma question pour vous, M. Boissonneau. Monsieur Lacroix? Qu'est-ce que le Alex Boissonneau de 2025 tirait au Alex Boissonneau de 2021? Il fait pas ça. C'est sûr. Le Alex Boissonneau de 2025 a pris un pas de recul de 24 ans. Puis c'est sûr que c'était un mauvais jugement, c'était une mauvaise décision. Ça, je le reconnais. Puis ça a été dit. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus, pardon. Moi, je trouve parfaitement légitime qu'on discute de tous les faits lorsqu'une candidature se lance en politique. Mais il faudrait aussi, par souci d'équité, que sur la table soit pas un seul événement qu'on analyse 25 ans plus tard en rétrospective, mais ce qu'il a fait puis ce qu'il l'a fait connaître. Je ne vous présente pas aujourd'hui quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler et qui a comme seul fait d'armes une regrettable erreur de 2001. Je présente quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a servi et qui a démontré de l'intelligence, de la rigueur et de l'attachement à son point de pays. Il faut que ce soit sur la table de manière équitable. Et c'est pour ça que je dis à la population d'Arthabasca, si vous l'avez en porte-à-porte ou si vous le voyez dans un festival cet été, prenez le temps. Que vous verrez probablement la même chose que nous, on voit. Mon autre question, M. Boissonneau, m'a été inspirée par la route, n'est-ce pas, qui nous mène ici. On voit des éoliennes un peu partout sur le dessus des montagnes. Mais on voit aussi des grosses pancartes où on dit non à l'éolien en milieu urbain. Votre position là-dessus, c'est quoi?
Ça, c'est une question qui est extrêmement déchirante. C'est vrai, c'est un point que vous abordez. Je sais qu'il a laissé des traces encore aujourd'hui dans mon village. Je me souviens quand on en a parlé, hein, c'était autour de 2010 là, qu'on parlait de la question des éoliennes. Moi-même, ma position a évolué là-dessus. Savoir qu'au départ, j'étais assez rebuté, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a un travail comme ça qui est nécessaire. Moi, ce que je regrette dans tout ça, j'ai pas vécu tout ça de l'intérieur, puis bon, il y a toutes sortes d'arguments qui entrent en ligne de compte. Ce que je regrette, c'est la façon dont ça a été fait. La population n'a pas été consultée convenablement dans un projet comme celui-là qui touche tout le monde. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a un voisin qui reçoit peut-être une redevance parce qu'il y a une éolienne. C'est correct. On peut comprendre, lui, qui approuve ce projet-là. Mais l'autre qui est à côté, qui ne reçoit pas d'argent, puis qui a ça dans le visage, il faut y penser aussi. Puis ce que je comprends, puis on avait fait, ça avait été un sujet qui avait été abordé, évidemment, quand j'étais venu ici l'an dernier à mon émission. Ce que je comprends, c'est que ce qui s'est passé dans notre région, dans l'érable par rapport aux éoliennes, c'est le modèle à ne pas faire quand on met en place un projet comme celui-là. Il faut consulter les gens en amont, il faut leur parler, il faut que le monde soit d'accord, la population soit d'accord pour pas que ça divise comme ça divisé Saint-Ferdinand, parce que ça a été vraiment difficile à vivre, puis les gens peuvent en témoigner, les gens qui sont ici. C'est vrai. Oui, bonjour, Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Mon collègue vient de vous demander ce que le Alex Boissonneau de 2025 dirait au Alex Boissonneau de 2001. Qu'est-ce que le Alex Boissonneau de 2001 dirait au Alex Boissonneau de 2025 qui se présente pour un parti en disant, se revendiquant de centre-droit et en disant, est-ce qu'il y a de la place au Parti québécois, autant qui est tout nécessairement de gauche? Je vais prendre la question. Ben, elle s'adresse à M. Boissonneau. Oui, c'est ça, mais je vais répondre. Le Alex Boissonneau de 2001 n'est pas là. C'est bel et bien le Alex Boissonneau de 2025 qui est ici. Il vient de vous parler et je trouve que ses réponses sont claires et j'ai entièrement confiance en son intégrité dans ses réponses et dans son engagement. J'aimerais quand même entendre M. Boissonneau sur la question. C'est pas ça. Il n'y en a pas de 2001. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde peut regarder en arrière et dire qu'est-ce que mon moi à 20 ans dirait de mon moi à 50 ans. Là. C'est un questionnement que tout le monde a. Lui. C'est tout. Parfait. Puis la seconde question, bon, cette fois-là, c'est une élection partielle. Il y a des élections générales qui s'en viennent à court, moyen terme. Est-ce que peu importe le résultat de la partielle, vous allez être candidat dans Arthabasca en 2026? On a piqué. La réponse est oui. Si, d'abord, je vais gagner. Pas tout ça dégarde. Je vais gagner. Mais c'est oui. Je serai là en 2026, peu importe. Je serai là. C'est une décision d'importance, c'est une décision déchirante. Parce que, je le répète, j'aimais mon travail, j'aimais mon émission, j'aimais mon équipe, j'avais l'impression qu'on faisait une différence. Mais à un moment donné, quand il y a un petit quelque chose qu'on sent là, à l'intérieur, là, ça, c'est ce que je sentais samedi, en particulier en me réveillant. À un moment donné, il faut agir vite dans notre position. C'est délicat comme journaliste. On n'a pas le choix. Il faut que ce processus-là se fasse rapidement. Je comprends aussi qu'un questionnement, c'est un questionnement légitime. On a des normes et pratiques journalistiques à respecter et ces normes et pratiques-là ont été respectées. Moi, j'ai suivi la démarche radio-canadienne en bonne et due forme pour quitter les ondes. Dès que j'ai su dimanche que mon cœur avait fait son choix, j'ai appelé Paul pour lui dire, puis après ça, on a eu des discussions à savoir qu'il est venu chez nous. Tout de suite, j'ai envoyé un courriel à mes patrons pour dire je ne peux pas être en ondes demain matin. Je ne peux pas être en ondes lundi matin. Ce ne serait pas correct de faire ça. Même si je comprenais ce que ça représente pour une équipe, vous savez, là, techniquement, là, de remplacer quelqu'un du jour au lendemain, c'est pas facile. Là. Puis moi, ça me fait de la peine de mettre mes gens dans cette situation-là, mais je n'avais pas le choix. Donc, je n'ai pas été en ondes ce matin-là. Puis après ça, j'ai enclenché le processus en envoyant un courriel qu'il faut envoyer au personnel de la haute direction. Il y a tout un processus que Radio-Canadien a suivi. Ce processus-là a été respecté totalement. En toute transparence, je vais rajouter un fait pour qu'il n'y ait aucun doute sur ça. Là. Moi, dimanche, je ne m'attendais pas à son appel parce qu'il avait été clair. Au point où d'autres candidatures qui avaient leurs propres hésitations, leurs propres situations personnelles, j'avais des rencontres avec eux dimanche soir. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'il dit, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y avait plusieurs candidatures potentielles. La difficulté avec une partielle, c'est que c'est souvent des choix déchirants sur le plan professionnel, mais sur le plan des fois personnel. On ne sait pas c'est quelle date, etc. Je ne m'attendais pas à cet appel-là.
Et il y a plein de preuves circonstancielles qui démontrent que c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais et il était. Mais il y a quelque chose qui l'a travaillé. C'est ce qu'il m'a dit lorsque j'ai reçu cet appel-là dimanche. Il y a quelque chose en moi. Et ce quelque chose en moi, je pense que ce sont ces gens-là. Puis, M. Boissonneau, juste une mini précision par rapport à ça. C'est quoi votre lien d'emploi avec Radio-Canada actuellement? Là, la façon dont ça fonctionne, c'est que mes congés sont écoulés. Après ça, je tombe en sans solde. Puis là, je ne veux pas induire personne en erreur, là, mais je demeure. Il y a un lien d'emploi qui demeure jusqu'à la conclusion de l'élection. Puis après ça, advenant une victoire, puis je vais de mémoire, là, OK? Si le syndicat m'écoute, là, je fais tout ce que je peux. Après ça, il y a des missions, une fois que j'ai remporté l'élection. Donc, il va y avoir des missions. Sinon, il y aurait une discussion pour la suite des choses. Mais c'est sûr que je ne peux plus revenir en ondes, ce qui fait que le choix est d'autant plus déchirant là, quand on y réfléchit. Puis je voudrais revenir quand même sur votre passé. Vous en avez déjà parlé beaucoup, mais hier, on a relu évidemment plusieurs articles à l'époque. Tu sais, ce qui ressortait aussi, c'était la façon dont vous étiez préparé devant cet événement-là. C'était réfléchi, il y avait là l'être en complot, ça a été reconnu en cours. Je me demande sur le plan personnel, je comprends qu'on évolue dans la vie, là, mais à partir de comment vous avez fait comment vous vous êtes un peu réhabilité sur le plan personnel? À quel moment, à un moment donné, vous avez pris conscience que ce que vous aviez fait, c'était une erreur? Ça, c'est un long processus. C'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme aussi. On lit, j'ai terminé mes études. Après cet événement-là, j'ai terminé ma maîtrise. Je suis allé rédiger mon mémoire au Pérou. J'ai habité au Pérou pendant à peu près 3 ans. J'ai commencé au Pérou à faire de la pige pour Radio-Canada. C'est là que mon lien a commencé avec Radio-Canada, où je parlais d'événements qui s'étaient passés à Lima, puis jusqu'à ce que j'obtienne mon poste. À un moment donné, moi, l'important, c'était de vivre ma vie aussi, là, puis de continuer à lire mes livres. J'en avais pas fait une cause de vie non plus. C'est une réflexion qui s'est faite. Je regrettais ce qui s'était passé. Ça, c'est arrivé très vite. Okay. Et puis, les années subséquentes parlent d'elles-mêmes. Bonjour, M. Clavardon. Bonjour, M. Boissonneau. On voit que M. Plamondon, vous défendez votre candidat. M. Boissonneau, vous dites que vous regrettez. Sauf qu'on parle d'un mouvement qui a été quand même repris, applaudi par l'extrême gauche. Et moi, je demande aujourd'hui, et la réponse, j'aimerais ça que ça soit répondu par vous deux. Si vous condamnez les gestes ainsi que ceux que vous planifiez en 2001, et si aussi vous condamnez les idées qui étaient propagées par Commando Germinal qui flirtaient avec les idées du FLQ. Bonne question. De manière très claire, le Parti québécois condamne toujours la violence. Et que ce soit la gauche radicale ou la droite radicale, même traitement, la violence n'a pas sa place dans notre société. Une fois que quelqu'un a commis une erreur, dans son cas à l'âge de 21-22 ans, on croit également qu'une personne qui a commis une erreur et qui paye ses dettes, prend ses responsabilités et obtient même un pardon du système, on pense que notre système n'a que de crédibilité que dans la mesure où cette personne-là peut reprendre sa place dans la société. Et jamais j'aurais considéré canceller quelqu'un à vie pour une faute qui a fait l'objet d'un pardon puis qui a fait l'objet d'un processus dont il vient de parler. Donc ça, c'est ma réponse à titre de chiffre. Je le disais tout à l'heure, je regrette ce qui s'est passé. J'y ai réfléchi, j'ai changé. Je ne pense plus les mêmes choses. Je pense qu'en quelque part, ce dont ça témoigne, tout ça, c'est que un être humain évolue aussi. Un être humain change. Les pensées changent, les idées changent. J'ai 4 enfants, j'ai une épouse extraordinaire, j'ai une famille extraordinaire. Ces gens-là me connaissent. Tout le monde va témoigner du fait de la personne que je suis aujourd'hui. Et la question était, est-ce que vous condamnez? Je condamne, tout à fait. Je condamne. Quand je dis que j'exprime un regret, que j'admets que c'était une erreur de jugement, c'est que je condamne, effectivement. Puis, il y a des leçons aussi qu'on tire à un moment donné, tout ça. C'est un passage de la vie dont on apprend aussi, qui fait que je condamne encore davantage ce genre de façon de faire. Sur une autre note, avez-vous été directeur d'une corporation nommée Front de mobilisation sociale Caravelle, créée en 2007 et
a été fermée et dissoute pour non-conformité en 2016? Et si oui, quel était l'objectif de cette organisation et à quoi servait-elle? Franchement, ça, c'est une organisation qui a jamais vraiment fonctionné. C'était une idée que j'avais eue avec des collaborateurs au Pérou quand j'étais là-bas, parce que j'avais toujours maintenu des liens. À ce moment-là, je pense que j'étais à la fin de mon passage au Pérou. Puis c'était de fournir de l'éducation dans le secteur de d'Ollantaytambo, dans le coin de Cusco, donc dans les Andes, qui avait aussi une question d'organisation syndicale pour des travailleurs du réseau, pour les guides, en fait, qui font le chemin des Incas. Mais ça n'a jamais rien donné. Franchement, il n'y a pas eu de rencontre du conseil d'administration. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suivi, puis ça n'a pas été, que c'est mort en non-conformité. M. Boissonneau, Jean-François Dumont de Radio-Canada. On voit ici que les gens dans votre patelin, manifestement, pardonnent. Je pense que c'est assez évident. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous alliez gagner. Mais j'aimerais savoir, par exemple, ailleurs dans la circonscription ou notamment dans Victoriaville, ils en ont chopé de la casse lors du printemps érable. Comment pensez-vous que vous allez être accueillis ailleurs dans la circonscription? Bien, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Puis je veux pas, je veux être très clair, là. Ce qui s'est passé au Sommet des Amériques en 2001 puis ce qui s'est passé à Victoriaville, c'est deux choses complètement différentes. J'étais pas là. Je travaillais pour Radio-Canada en Ontario et mon propos reste le même. Je condamne la violence, je condamne les excès comme ceux-là ou ce qu'ont vécu les gens. Je comprends très bien ce qu'ils ont vécu et à quel point ça peut être choquant, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ou ce que je pourrais penser. Comment pensez-vous que vous allez être accueillis dans le reste de la circonscription, à votre avis? Bien, c'est à la population de juger, évidemment. Je pense que les gens me connaissent depuis ce temps-là. Ils m'ont vu aller. Ils entendent ce que je suis en train de dire. Puis l'intelligence des électeurs d'Arthabasca a de quoi impressionner le Québec en entier. Bonjour à vous deux, François Gariepi, Radio X. Monsieur Boissonneau, en fait, vous avez fait de la prison. Vous avez fait 41 jours de prison à Orsainville. Donc, 41 dodos qui vous ont permis de réfléchir sur, en fait, les actes de violence que vous avez préparés, en fait, au Sommet des Amériques. Boule d'acier, batte de baseball. Vous aviez l'intention de casser du policier, de blesser des policiers. L'avocat en moi va permettre de rectifier un certain nombre de faits. Donc, quand vous dites vous avez fait de la prison, vous ne dites pas exactement ce qu'il en est. Il y a eu de la prévention de la détention préventive à grande échelle dans le cadre d'une opération qui avait une dimension politique. Des centaines de personnes ont été en détention préventive. Donc, j'insiste sur le fait que lorsque vous dites le mot prison, il n'a jamais été condamné à de la prison. Vous avez fait 41 dodos à la prison d'Orsainville. Il a été, oui, ça, vous avez entendu. Et j'insiste sur le fait qu'il a été condamné à des travaux communautaires et à une peine dans la collectivité qu'il a remplie et pour lequel il a eu un pardon. Les faits sont super clairs. Donc, ensuite, la population va poser son jugement. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que si quelqu'un commet une erreur et ensuite paye ses dettes, prend sa responsabilité et obtient un pardon du système de justice, la prétention qu'on cancellerait ou diffamerait, on réduirait un individu à un fait, un angle, me semble inéquitable. Et M. Boissonneau n'a pas dit publiquement qu'il avait fait 41 dodos à Orsainville. Est-ce qu'on peut l'entendre? Je viens de vous confirmer qu'il y a eu de la détention préventive et que votre question vise à mettre en lumière, à des fins politiques ou non, les électeurs jugeront de l'action de Radio X. Mais je spécifie qu'il y a eu de la détention préventive et qu'il n'a jamais été condamné à de la prison. Et une fois que les faits ont dit la même affaire, laissons les gens juger. Merci beaucoup. Prochaine question. En fait, ma question, M. Boissonneau, c'est que le 5 mai dernier, vous avez reçu un chargé du M. Je veux savoir, là, vous avez parlé de transparence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gariepi. On va prendre une prochaine question. Bonjour, Jean-François Poudrier de Nbouéfo, M. Boissonneau. À quel point, sachant que ce qui s'était passé en 2001 allait évidemment sortir dans cette conférence de presse-là, à quel point ça a été une partie importante de votre décision et à quel point ça a été difficile en sachant ça, que ça traînait comme un boulet? De faire le choix de se lancer en politique, c'est un choix important. C'est un choix déchirant. Comme je le dis,
j'adorais mon émission, j'adorais mon équipe, j'adorais nos auditeurs. On sait qu'il va y avoir des turbulences en politique. Puis évidemment, on savait que cette histoire-là reviendrait, même si c'était, comme je le dis, connu à la fois des journalistes, à la fois même des gouvernements, bon, c'était mes patrons. Sauf qu'on savait que ça allait sortir, puis c'est certain que ça me fait quelque chose. Hein? Humainement, là, mettez-vous à ma place. J'ai 4 enfants à qui j'ai dû expliquer ce dont on est en train de parler dans les journaux depuis lundi. J'ai dû parler aussi... je dois parler de ça comme ça maintenant. Donc, évidemment, il y a un poids humain là, qu'on porte, puis j'en ai parlé beaucoup à mon épouse. Ça n'a pas été facile. Parce qu'elle savait que ça s'en venait. Mais là, l'idée, c'est de passer par-dessus ça, de commencer la campagne, puis de parler des propositions qui sont importantes pour le monde ici. C'est ça qui est quelqu'un de la campagne avec les sangs. Qu'est-ce que les gens avaient besoin? Des poids, et comment on peut aider les PME ici? Comment on peut aider les jeunes à avoir une maison éventuellement? Comment le contrat social peut être respecté dans le Tabasca? Les gens qui payent des impôts, ils doivent pouvoir avoir une place en garderie, ils doivent pouvoir avoir une place à l'école. C'est ça qui est important. Donc, j'ai juste hâte que tout ça soit passé, qu'on parle des réseaux. L'autre élément, Bravo, hein? et l'autre élément, c'est je comprendrais une certaine insistance si on pouvait penser qu'Alex Boissonneau fait ce qu'il fait aujourd'hui par opportunisme. Aller chercher la grille salariale d'un animateur vedette de Radio-Canada, évaluer c'est quoi être animateur d'une émission aussi appréciée que celle qu'il animait, en tête des codes d'écoute, il n'y a aucun doute que le geste qu'il pose aujourd'hui est courageux et que c'est pas de l'opportunisme parce qu'il était dans une situation beaucoup plus confortable que ce point de presse d'aujourd'hui au soleil tapant.